Bien, après tous ces grands savants, moi je suis qu'un modeste compilateur utilisant donc des sources de seconde main, mais je vais évoquer différents portraits, interprétations des Phéniciens. J'aurais aimé appeler cette communication Phénicie aussi, mais bon, j'ai pas osé. Euh, D'abord, rappeler que la Phénicie était largement connue bien avant le 19e siècle par les sources gréco-romaines d'un côté et évidemment par la Bible de l'autre. Donc, on avait déjà un certain nombre d'images qui, d'ailleurs, vont rester jusqu'à aujourd'hui comme de façon presque indépendante des travaux des archéologues. Donc, on pourrait multiplier les références. Ici, j'ai Fénelon dans Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse en 1694, qui fait un portrait des Phéniciens, redoutables à toutes les nations voisines par leurs innombrables vaisseaux, le commerce qu'ils font jusqu'aux colonnes d'Hercule leur donne des richesses qui surpassent celles des peuples les plus florissants. Et en réalité, dans le tableau que Fénelon fait des Phéniciens, c'est la Hollande qui est de son temps. Et en même temps, c'est une attaque directe contre Louis XIV, puisque le malheur de la France a commencé avec la guerre de Hollande, dit Fénelon un peu plus loin. Voltaire, si vous voulez, dans l'Essai sur les mœurs, fait aussi la même comparaison de tout à fait explicite. Les Phéniciens furent dans l'Antiquité ce qu'étaient les Vénitiens au XVe siècle et ce que sont devenus depuis les Hollandais, forcés de s'enrichir par leur industrie. Et évidemment, les Phéniciens sont les commerçants par excellence. Mais ce qui intéresse Voltaire, ce n'est pas le commerce des Phéniciens, c'est le fait que les dieux des Phéniciens portent des noms qui se ressemblent à ceux de la Bible, et donc Yahvé est phénicien, Elohim aussi. C'est une attaque directe contre le christianisme et le judaïsme de la part de Voltaire, mais évidemment jamais explicite, mais les lecteurs comprennent, ce qui est amusant, puisqu'aujourd'hui, des collègues comme Thomas Romer disent des choses assez semblables. Si je vous cite par exemple, ce mot « El » qui désignait Dieu chez les premiers Phéniciens a quelques rapports avec l'Allah des Arabes, et ainsi de suite. Donc, même s'il n'est pas philologue, Voltaire trouve la parenté des... Alors, évidemment, ce qui va terriblement marquer l'image des Phéniciens, c'est le célèbre passage de Salammbô de Flaubert, 1862, donc tout à fait contemporain de la mission de Renan. Et d'ailleurs, Renan et Flaubert sont devenus ensuite des amis très chers. Ils se voyaient régulièrement quand Flaubert passait à Paris. Donc, la scène est connue, la page est admirable du point de vue de la littérature, les affreux enfants, enfin les pauvres enfants qu'on sacrifiait au dieu Moloch Baal, qui est une invention évidemment. Et chaque fois qu'on y opposait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple en vociférant « ce ne sont pas des hommes mais des bœufs ». Et la multitude alentour répétait « des bœufs, des bœufs ». Les dévots criaient « Seigneur, mange ». Et les prêtres de Proserpine, se conformant par la terreur aux besoins de Carthage, marmottaient des formules éleusiaques, etc. Donc, page très célèbre de la littérature française, le sacrifice des enfants au dieu Moloch. Et donc, c'est là, on est à un moment de Renan. Alors, Renan, évidemment, s'était intéressé très tôt à la Phénicie. Il a même été celui qui a poussé le plus aux études sur la Phénicie, tout en considérant que le problème pour lui, c'est que les Phéniciens n'étaient pas des vrais Sémites, puisque les Sémites étaient des gens qui étaient par nature monothéistes, hommes du désert, etc. Ces gens qui parlent une langue sémitique, qui sont au bord de l'eau, qui font du commerce et qui ont du polythéisme, c'est tout sauf des Sémites.
et il va donc soupçonner que quelque part il y a eu des mélanges de peuples qui ont affaibli l'esprit sémitique chez les Phéniciens. Alors, en regardant les populations de la région, en particulier Eshbeil, Renan a parfois l'impression de voir réapparaître des personnages bibliques. En général, la race actuelle du pays de Byblos est vive, éveillée, bonne, sensuelle. Bien que très mêlée par suite des accidents historiques, cette race présente encore parfois des types, surtout des femmes, qu'on dirait des revenants d'un autre monde. J'ai vu une de ces femmes appartenant à une ancienne famille de la montagne, on eût dit Jézabel ressuscitée. Quoique jeune, elle était arrivée à une taille colossale. La beauté de ces femmes, incomparable durant un an ou deux, tourne très vite à l'obésité et à un développement de la gorge presque monstrueux. Donc on voit ressurgir le Phénicien dans la population locale. Néanmoins, Renan insiste sur le fait que les républiques phéniciennes ont été les premières villes à défendre la liberté contre les grands empires de toute l'histoire, en particulier Tyr. Il y eut là des guerres médiques presque aussi glorieuses que celles du Ve siècle et dont Tyr supporta l'effort. Tyr représenta ainsi la première lutte des républiques municipales contre le despotisme oriental. Donc là, c'est plutôt, évidemment, une vision plutôt sympathique. Alors, on connaît toujours les paradoxes et les contradictions de Renan, puisque d'un côté, à partir de 1867, il lance le corpus inscriptionum semiticarum, c'est-à-dire donc le corpus des inscriptions sémitiques, mais de l'autre côté, c'est le fameux voyage en Orient, le second voyage avec la visite de l'Acropole et la fameuse prière sur l'Acropole et l'invention du miracle grec qui, en quelque sorte, déclasse d'un seul coup tout ce que les Phéniciens ont fait. Alors, les grandes synthèses historiques de la fin du XIXe siècle, parce que, comme on l'avait dit, autrement je m'arrêterai de ce côté-là en 1914, vont essayer de donner des portraits des Phéniciens. Je n'en citerai que quelques-uns. Par exemple, François Lenormand, qui est un contemporain de Renan, 1837-1883, qui a fait une monumentale histoire ancienne de l'Orient ancien jusqu'aux guerres médiques, publiée de 1881 jusqu'à 1888 pour la façon posthume. Donc la partie posthume décrit les Phéniciens, toujours comme des commerçants, qui ont fait de la Méditerranée un lac phénicien. Ce sont les Phéniciens qui ont civilisé les peuples de la Méditerranée. Alors, il y a un contraste. D'un côté, ils avaient une religion dépravée avec des orgies, de la prostitution sacrée et de terribles sacrifices humains, mais en même temps, on leur doit une œuvre civilisatrice. Même portrait assez semblable chez l'anglais George Rawlinson, qui est le frère cadet d'Henry Rawlinson, donc celui qui a contribué au déchiffrement des cunéiformes, et dans Phénicia, publié en 1889, il montre que les Phéniciens sont un peuple sémitique. Ils ont un caractère avant tout pratique, persévérant et énergique. Ils ont su maintenir leur prospérité commerciale et leur richesse pendant des siècles sans s'amollir, mais il leur manque l'amour de la pensée abstraite que l'on trouve chez les Hébreux et les Arabes. Peut-être qu'au début, ils étaient presque monothéistes, mais ils sont devenus finalement des politistes. En tout cas, ils ressemblent aux commerçants de Milet, de Corinthe, de Gênes, de Venise, du Portugal, de la Hollande, et même dans une certaine mesure de l'Angleterre, puisqu'on est maintenant à la fin du XIXe siècle. En 1897, c'est la publication... J'ai loupé le... Je l'ai pas mis, bon. C'est la publication de l'histoire ancienne des peuples de l'Orient classique de Gaston Maspero, dont le tome 2 s'appelle « Les premières mêlées des peuples ». Alors, ce qui est intéressant chez Maspero, c'est qu'il ne centre pas sur les Phéniciens, mais sur les Syriens. Les Phéniciens ne sont qu'un élément des peuples de la Syrie
antique, et c'est un célèbre passage qui a été repris par des auteurs libanais bien connus au début donc du livre 2, du tome 2. Certaines contrées semblent prédestinées dès l'origine à n'être que des champs de bataille disputés sans cesse entre les nations. C'est chez elles et à leurs dépens que leurs voisins viennent vider de siècle en siècle les querelles et les questions de primauté qui agitent les recoins du monde. On s'en jalouse la possession, on se les arrache lambeau en lambeau, la guerre les foule et les démembre. Tout au plus, le peuple peut-il prendre parti de se joindre à l'un des ennemis qui les écrase, l'aidant à triompher des autres, rendent du même coup leur servitude assurée pour longtemps. Alors, cette description de Maspero, évidemment, à chaque fois qu'il y a des terribles événements au Moyen-Orient depuis le XXe siècle, on reprend le texte de Maspero. Et donc, en ce qui concerne proprement les Phéniciens, ils s'interrogent de savoir s'ils étaient des marchands ou des pirates. En fait, ils ne savaient pas eux-mêmes s'ils étaient là ou l'autre. C'était au coup par coup. Alors, le dernier, évidemment, et pas le moindre, c'est Victor Bérard, dans Les Phéniciens et l'Odyssée, publié en 1902-1903. Vous savez que Victor Bérard était persuadé que l'Odyssée était le trajet, une instruction maritime, un panorama de la Méditerranée. Et donc, au début du XXe siècle, sur son bateau, il a fait tout le tour de la Méditerranée pour confronter ce qu'il voyait avec le texte de l'Odyssée. Donc là, vous avez Bérard sur son bateau au début du XXe siècle. Et la grande thèse de Bérard, c'est qu'en fait, l'Odyssée n'est pas grecque, mais phénicienne. Et que c'est en fait un texte phénicien qui a été hellénisé par la suite. Alors passons maintenant au phénicisme. Bon, alors phénicisme a plusieurs sens. C'est évidemment un terme linguistique, c'est-à-dire l'existence d'une tournure dite phénicienne dans un texte non phénicien. C'est aussi la thèse d'une présence phénicienne à tel ou tel endroit du monde. Nietzsche parle d'un phénicisme religieux, mais je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il voulait dire en dépit de l'aide de mon collègue Alain de Libera qui m'a fait une savante exégèse renvoyant à Lessing. Mais en gros, ça renvoie quand même à la révolte de l'esclave oriental contre l'aristocratisme romain. Ici, le phénicisme sera pris comme étant la revendication d'une origine phénicienne. Alors, s'il y a bien une particularité européenne, c'est de se revendiquer en permanence d'être originaire de l'Orient. Je vous rappelle que les Francs, les Européens de l'Ouest, et les Francs, les Bretons, etc., se revendiquaient tous d'origine troyenne, et que, par exemple, chez les Mérovingiens, c'était un Troyen nommé Francus ou Francio qui se serait réfugié en Germanie, tandis que son cousin Turcus s'installait en Scythie. Donc Turcus, c'est le père des Turcs, et Francus, c'est le père des Francs. Et il y a un autre cousin là qui est Brutus, qui lui a créé le peuple breton, puisque Brutus et breton, évidemment, c'est le même mot. Vous avez parfaitement compris. Et c'est Brutus qui est arrière-petit-fils de Priam. Donc certains auteurs britanniques au XVIe siècle vont faire des Phéniciens des ancêtres des Britanniques via Brutus et Co. Mais comme il n'y a vraiment pas de traces, on va faire la comparaison entre les traces des mines qu'on a trouvées en Cornouailles, en disant que ces mines de Cornouailles, où il y avait de l'étain, etc., c'était des Phéniciens qui ont dû les trouver. Plus tard, Daniel Defoe, donc au début du XVIIIe siècle, vous savez, l'auteur de Robinson Crusoe, expliquera que les Phéniciens étaient les Britanniques de leur temps, puisqu'ils avaient tous le même amour du commerce. À l'époque victorienne, sans revendication d'origine, les Anglais s'identifient de plus en plus aux Carthaginois, d'autant plus que les Français s'identifient aux Romains. Alors, ça vous donne cette magnifique peinture représentant des marchands phéniciens commerçants
avec les anciens Bretons. Et cette peinture, c'est à la Bourse de Londres. Donc, c'est assez extraordinaire de voir cela. Du coup, sous la Révolution française, le fameux terroriste conventionnel Barère avait dit que la Carthage moderne serait détruite. Ceci le 1er août 1793. Ceci est l'origine qu'ensuite les collaborateurs de l'Allemagne nazie, comme Harold Pakis, utilisaient durant la Seconde Guerre mondiale en disant que l'Angleterre, comme Carthage, sera détruite. Alors, au XIXe siècle, il est assez clair que les Anglais se posent comme des Carthaginois, tandis que les Français se définissent comme Romains, et ceci les renvoie à des styles différents de colonisation. Alors, on aurait aussi une autre tradition qui est en fait que ce sont les Celtes qui descendent des Phéniciens. Et donc, les Irlandais se revendiquaient d'une origine phénicienne. Et vous avez donc une très abondante littérature irlandaise qui revendique l'origine phénicienne. Il faut bien comprendre qu'on était là à une époque antérieure à la philologie qui a permis de découvrir que le celte est une langue indo-européenne et pas une langue sémitique. Et de façon générale, les premiers antiquaires vont attribuer tous les dolmens et autres de la façade atlantique à des Phéniciens, avant qu'on puisse les renvoyer à un passé plus lointain. Plus curieux aussi, c'est la revendication de Languedociens que les Phéniciens aient fréquenté la côte languedocienne. Vous voyez par exemple, je l'ai plus ici, mais le port, je sais pas pris, sur le port de Sète, vous avez un quai des Phéniciens aujourd'hui, ce qui est une revendication phénicienne comme une autre. Alors le problème, c'est que quand on s'identifie aux Phéniciens, on a quand même des problèmes avec le dieu Baal, même si dans le Midi Libre récemment, on a expliqué que pour honorer le dieu Baal, on jetait des pierres, ce qui serait l'origine du jeu de boules, de la pétanque. Mais Baal, ça a toujours un mauvais côté. On a vu des Baal Moloch, et puis dans la démonologie, les démons portent des noms de Baal. Alors, évidemment, le grand morceau, c'est le phénicisme libanais. Le phénicisme libanais, il s'appuie sur la lecture des auteurs européens et sur la descente des montagnards vers le littoral du Mont Liban dans la seconde moitié du XIXe siècle. Autrement dit, il y a d'une part le fait que vous avez un changement complet du système économique et culturel de la société libanaise dans la seconde moitié du XIXe siècle, puisque non seulement les montagnards s'installent sur le rivage, mais ensuite ils émigrent en diaspora et ils se lancent dans un ensemble de professions commerçantes et intellectuelles, en gros de professions libérales. Et c'est donc cette coïncidence géographique qui explique l'apparition du phénicisme libanais. Mais un autre élément va jouer dans la naissance du phénicisme libanais, ce qui est assez curieux, c'est l'arrivée des immigrants libanais et autres, enfin des gens venus du Proche-Orient à partir de 1880 aux États-Unis. Donc, c'est ces populations venues du Proche-Orient qui s'installent au New York dans des années 1890. Et donc, on a du mal à les situer dans le système de répartition raciale américain. Jusqu'en 1899, ils sont appelés Turcs venant d'Asie, mais Turc est vraiment très méprisé dans la hiérarchie raciale américaine. On les appelle aussi autres asiatiques, Asiats,
parce qu'ils ne sont pas chinois et japonais. Mais ça pose un problème, d'autant plus que ceux qui prennent leur défense sont les missionnaires protestants américains qui sont installés au Proche-Orient depuis les années 1820 et qui ont créé en 1865 le Syrian Protestant College, donc l'actuelle université américaine. Donc on finit par modifier la nomenclature en 1911 en utilisant la référence syrienne. On va donc les appeler globalement les Syrians. Ce qui explique qu'en Amérique du Nord, vous avez des immigrants qui sont des Syrians, alors que dans l'Amérique latine, ce sont des Turcos. Donc ces Syrians ne sont pas des Arabes dans la nomenclature américaine, même s'ils parlent arabe. Ce sont des Araméens. Ils descendent des Phéniciens et sont majoritairement chrétiens. Donc on voit qu'il y a eu consultation entre les universitaires américains et les autorités douanières pour faire la nomenclature. Alors, ces Syrians qui s'installent aux États-Unis vont se revendiquer comme Phéniciens, en créant des clubs phéniciens et des clubs syriens. Et ils vont même se créer un mythe d'origine qui est que, en fait, les Phéniciens ont découvert l'Amérique 30 siècles avant Christophe Colomb et que donc ce sont eux les premiers blancs à être venus en Amérique. Alors ceci est important parce que la question était de savoir si les Syriens étaient des blancs, c'est-à-dire des Caucasians, puisque la loi sur la nationalité américaine était que la naturalisation américaine était réservée aux blancs libres. C'est une loi de 1790. Donc, la question est de savoir si les Sémites sont des Caucasiens blancs, donc éligibles à la nationalité américaine. Et là, le dossier phénicien, évidemment, joue beaucoup, puisqu'ils ont inventé l'alphabet, donc ce sont des gens civilisés. Et on aura donc une série de décisions de justice entre 1909 et 1915 qui vont consacrer l'appartenance des Syriens à la race blanche, la plus importante étant Doe versus United States de 1915. L'argument avancé est que les Syriens appartiennent à la race sémitique, qui est une branche de la race blanche. Les Juifs, qui sont aussi des Sémites, résident en Europe et avaient déjà la possibilité de naturalisation. Donc, on va reconnaître aux Sémites asiatiques d'origine phénicienne la possibilité d'acquérir la nationalité américaine. Alors, aujourd'hui, évidemment, alors les autres Caucasiens d'Asie vont être refusés. Ce sera le cas des Indiens, par exemple, qui ne seront pas éligibles à la nationalité américaine, enfin les hindous, si vous voulez, parce que ils ne sont pas apportés à la civilisation, ils sont, voilà, bon, ils sont, ces sémites-là, ils sont quand même quelque part dans la Bible, donc on ne peut pas les rejeter, hein, tandis que les autres, ils ne sont pas dans la Bible. Voilà à peu près le problème. Alors, encore aujourd'hui, dans les communautés descendants des Syrians, il y a le mythe d'origine que les Phéniciens sont venus 30 siècles avant Christophe Colomb en Amérique. Et évidemment, le syrianisme et le phénicisme ont été largement diffusés par ces Syrians à destination de leurs familles au Proche-Orient. Alors, le phénicisme libanais lui-même a évidemment été vraiment très bien étudié avec des ouvrages absolument remarquables. Je n'y reviens pas, on connaît le rôle de la revue phénicienne de 1919 qui, en gros, explique nos ancêtres les Phéniciens. On a donc une assimilation entre le projet de création d'un État du Grand Liban et la Phénicie. Ce qui est assez amusant du point de vue historique, parce que si vous regardez les cartes, ce que personne n'avait fait jusqu'ici, vous voyez que le vilayet de Beyrouth, en haut,
correspond en réalité au domaine des Phéniciens, mais pas l'État du Grand Liban, qui n'est qu'une fraction. Donc, logiquement, si on avait voulu faire un État qui se revendiquait des Phéniciens, on aurait dû prendre l'intégralité du vilayet de Beyrouth et non pas les territoires du Grand Liban. Bon, ça, c'est un point qui va me brouiller avec tous mes amis libanais. Je passe. Donc, vous savez, le général Gouraud, le 1er septembre 1920, quand il proclame l'État du Grand Liban, il rappelle qu'au pied de ces montagnes majestueuses qu'ont fait la force de votre pays, en demeurant le rempart inexpugnable de sa foi et de sa liberté, au bord de la mer légendaire qui vit les trirèmes de la Phénicie, de la Grèce et de Rome, qui porta par le monde vos pères à l'esprit subtil, habile au négoce et à l'éloquence, et qui, par un heureux retour, vous apporte la consécration d'une grande et vieille amitié et le bienfait de la paix française. Donc, 1er septembre 1920. En tout cas, le nouvel État libanais va proclamer son appartenance libanaise. Vous voyez donc là une pièce de monnaie avec la trirème en 1940, à l'époque du mandat, mais ça continue après l'indépendance. Les symboles phéniciens, le bateau étant un symbole national, au même titre que le cèdre du Liban. Alors, le phénicisme libanais a pris d'abord, dans une première version, une hostilité à l'arabité et à l'islam, et puis, dans une seconde version, la volonté de dépasser les clivages confessionnels en créant un héritage commun à l'ensemble des communautés du Liban. Alors, évidemment, ça renvoie aussi à la même période à ce qu'on appelle le pharaonisme en Égypte et le syrianisme, bon, que je n'ai pas le temps de développer, dans le Proche-Orient. Et on voit aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, les chrétiens syriaques qui s'identifient comme des Assyriens de par le même mécanisme. Vous avez un phénicisme secondaire en Tunisie. Là, ce sont les armoiries actuelles de la Tunisie, et vous remarquerez le bateau phénicien dans les armoiries de la Tunisie. Ce phénicisme tunisien revendique un projet méditerranéen et une ouverture vers l'extérieur, au même titre que le phénicisme des Libanais. Dernière mouture de ces choses à l'époque contemporaine, le célèbre livre de Martin Bernal, Black Athena, de 1976, qui dit en fait que la civilisation occidentale grecque, le miracle grec, n'était que la rencontre en Grèce des Égyptiens et des Phéniciens. En réalité, ce n'est qu'une inversion du discours arianiste du XIXe siècle sur le fait que les Grecs anciens étaient des Ariens. En plus, Bernal semble ignorer Victor Bérard et les autres qui ont déjà dit que la Grèce devait largement à l'Égypte et à la Phénicie. Passons sur cette affaire qui fait surtout couler du papier. La dernière mouture, c'est aussi les histoires d'ADN. Alors là, dès qu'on trouve un squelette, on va chercher son ADN et on dit on va le comparer avec un ADN d'un Phénicien ou éventuellement l'ADN d'un Cananéen. Seul problème, c'est que jamais dans l'Antiquité, quelqu'un s'est défini comme Phénicien ou comme Cananéen. Ceci est une invention de la science contemporaine. Donc, il est difficile de trouver l'ADN d'un Phénicien puisqu'il n'y avait pas de Phénicien. Donc, par exemple, on a l'ADN des Phéniciens analysé en Espagne et on a découvert qu'il serait très proche de celui des Portugais actuels, ce qui, quand même, paraît tout à fait probable. Et on pourrait continuer, d'autant plus que si les Phéniciens étaient des marins, ça voulait dire quand même que la population était relativement variée et que, d'autre part, tous les textes de l'Antiquité renvoient au fait que les Phéniciens passaient leur temps à rafler des esclaves dans la région, et donc on ne sait jamais si l'ADN c'est celui d'un esclave qu'on a raflé quelque part ou non. Donc on pourra continuer longtemps cette quête stupide sur l'ADN de
l'Antiquité. Alors, quelques incarnations contemporaines pour finir et pour se faire plaisir. Évidemment, Épidémaïs, avec son bateau phénicien dans Astérix, et ce génie comique extraordinaire qui était Goscinny, avec, je ne l'ai pas ici, vous savez, le portrait, le trimpeau de la Phénicie, c'est Solde. En revanche, Martin, dans Alix, il l'a toujours revendiqué d'être influencé par Salammbô. Donc, les Phéniciens sont perpétuellement les méchants dans les aventures d'Alix. Il y a au moins 4 ou 5 albums où on voit des sacrifices d'enfants faits par des affreux Phéniciens qui peuvent être aussi étrusques par ailleurs, etc. Et celle de plus récente et de moins grande qualité, soyons honnêtes, Papyrus, vous noterez que les Phéniciens ont la peau plus foncée que les Égyptiens, ce qui paraît quand même un peu bizarre, mais pour le reste, évidemment, ils recherchent des esclaves. Alors, poursuite du phénicianisme, une petite anecdote, ces jours-ci, après le prix de jury accordé au film de Madame Labaki, il y a un journaliste du Manar, c'est-à-dire donc de l'organe du Hezbollah, qui a fait un tweet disant que les fils de la Phénicie, et qu'il doit rappeler aux fils de la Phénicie et aux autres intellectuels que la gloire des martyrs de Hezbollah est suffisante pour le Liban. Et donc là, encore une fois, Phénicie veut dire ouverture, cosmopolitisme, connaissance de l'autre, tandis que l'autre, c'est la culture du martyr et du combattant. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait tout le temps, mais je vous remercie.